votre présence parce que vous êtes rendu disponible. Vous avez parfois fait de la route après une journée assez longue, hein. On est jeudi, c'est la fin de semaine, mais pour autant vous êtes là. Et vraiment pour nous, c'est un signe très positif parce qu'on est persuadé que voilà, le thème que l'on va introduire ce soir a vraiment pour la suite un intérêt certain. Et donc votre écoute est déjà très précieuse. Donc je suis donc Alix Roussan, cofondatrice et présidente d'Evoico. Je cofondais donc avec Valentin Roustan et Evoico accompagne depuis 2020 des entreprises pour les aider et les guider en fait à faire évoluer leur mode d'organisation en s'inspirant du vivant. Donc c'est pour ça qu'on introduit le concept de biomimétisme. Et ce soir, on va vous parler donc de l'entreprise biomimétique. Et avant de commencer le vif du sujet, donc avec la conférence que donnera Valentin, nous avons la chance d'avoir avec nous Bertrand Montfort, qui est chargé de mission région Occitanie pour le CIBIOS. Le CIBIOS, c'est le Centre d'études et d'expertise du biomimétisme en France. Et il va nous en dire un peu plus sur un projet qui nous concerne, puisque c'est l'Occitanie bio-inspirée. Donc, je vais lui laisser la parole. Et ensuite, on aura donc la conférence et ce sera suivi, bien sûr, d'une petite collation pour aussi pouvoir interagir sur ce thème et puis faire plus connaissance. Merci également à ceux qui ne sont pas là. Il y en a beaucoup qui auraient aimé venir et on pense en tout cas à eux. Et voilà. On vous souhaite une très bonne soirée et bonne conférence. Merci beaucoup Alix, Valentin. C'est quelque chose qui s'est fait de manière un petit peu improvisée. Il se trouve que j'étais pratiquement pour la semaine à Toulouse, justement pour faire des contacts, prendre les contacts et avancer sur le projet Biomimoc, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Donc on va parler de biomimétisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? J'ai envie de dire c'est assez simple. Étymologiquement, le bio, c'est la vie, mimésis, c'est l'imitation. Donc, il s'agit en fait d'imiter le vivant. Cela dit, on peut imiter le vivant de plein de façons différentes. Et en plus, ce n'est pas une façon je dirais, de produire, de créer, de vivre qui est nouvelle pour l'humanité. On a classiquement l'habitude de citer Léonard de Vinci, qui disait qu'il fallait aller dans la nature pour inventer le futur. Et il le démontrait notamment en s'inspirant des oiseaux ou des chauves-souris pour faire des projets d'avions qui n'ont pas, bien sûr, volé de son vivant. On a aussi Pierre-Gilles de Gennes, qui soulignait tout particulièrement, donc qui est un physicien qui a eu le prix Nobel et qui identifiait tout particulièrement la complexité du vivant, et j'ai envie de dire, un petit peu par opposition à une vision parfois trop simpliste qu'on a pu avoir notamment avec les premières étapes de l'industrie. On a considéré, je dirais, dans la lignée peut-être de Descartes, qui proposait à l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Quelle arrogance! Et moi, j'aime bien mettre en face de ça, finalement, Pierre-Gilles de Gennes, qui dit tout cela, c'est une complexité insondable, et il est très important d'avoir une attitude humble par rapport à cette complexité. Alors, je vais citer un autre auteur, qui est donc Janine Benyus, qui a mis un petit peu sur la table ce concept de biomimétisme, biomimicry, avec un ouvrage qui a été publié en 1997 aux États-Unis, qui n'est arrivé en version française qu'en 2011. Imaginez le temps qu'il faut pour traverser l'Atlantique pour cette notion de biomimétisme, et donc qu'il est nécessaire et que j'ai le plaisir aujourd'hui d'essayer de vous aider à décrypter pour en faire quelque chose d'utile, et grâce aussi à Evoico de particulièrement fédérateur et source de perspectives pour l'humanité, la société dans son ensemble. Alors, quelques éléments illustrés. Je ne sais pas si vous reconnaissez la gare TGV de l'aéroport de Lyon, qui ressemble, semble-t-il, à un oiseau. Alors oui, il est inspiré du vivant. Bon, effectivement, visuellement. Autre exemple je dirais, de biomorphisme. On s'inspire de la couleur et des lignes du flamant rose pour faire un tabouret de bar. Ce n'est pas du biomimétisme. Et du coup, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors, dans le champ de ce qu'on a considéré
pour illustrer cette notion de biomimétisme, vous connaissez tous le velcro, qui est bel et bien inspiré de la capacité des fruits de la bardane à s'accrocher à des poils d'animaux pour emmener les graines de la plante loin du pied mère et donc favoriser la dissémination. Alors oui, c'est du biomorphisme, c'est de la bio-inspiration, sauf que c'est fabriqué en matière plastique et du coup, c'est quelque chose qui finalement ne s'inscrit pas parfaitement dans le cahier des charges et les principes du vivant. L'effet lotus, qui va permettre de faire des revêtements nano-structurés qui vont faciliter, donc qui vont éviter que les matériaux soient mouillés et qu'au contraire, l'eau puisse rouler pour entraîner la saleté. Le nez du Shinkansen, inspiré du bec du martin pêcheur, pour favoriser le changement le passage à grande vitesse dans des tunnels sans produire de bang. Et puis, quelque chose qui est un petit peu plus récent et qu'on a vu apparaître dans l'extrémité des ailes des avions, eh bien, tout simplement une forme qui facilite la pénétration des avions dans l'air. Et l'aéronautique, en particulier donc, autour d'Airbus et d'autres entreprises de cette filière, continue bien évidemment à s'inspirer des animaux qui volent. Je ne vais pas dire forcément que les oiseaux, pour optimiser. Donc tout ça, ça repose sur la forme. C'est ce qu'on appelle de la bionique, coopération entre vivant et technologie. On n'est pas tout à fait dans le biomimétisme. Et voici une définition qui a été rédigée par une commission de normalisation créée en 2011 sur la question de la biomimétique et qui définit le biomimétisme comme une philosophie. Alors c'est un peu étonnant de voir parler de philosophie dans une norme. Pour autant, et c'est d'ailleurs les bases des travaux de cette commission de normalisation, de ce comité technique, c'est véritablement une discipline en évolution permanente. Et on trouve ça parfaitement logique quand on considère que c'est bel et bien l'évolution du vivant sur 3,8 milliards d'années qui nous permet aujourd'hui de disposer d'une base considérable de connaissances à l'intérieur desquelles, de manière très humble, il est intéressant aujourd'hui d'aller chercher des informations. Comme le disait Janine Benyus, c'est plus une source d'apprentissage et de connaissances que véritablement des solutions techniques prêtes à l'emploi. Voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus, avec un petit schéma peut-être pour démultiplier cette réflexion et qui est également issue donc, du comité de normalisation. On a ici au centre cette notion de bio-inspiration qui en fait peut tout à fait être démultipliée, donc approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques. Eh bien, la biométhique, cette coopération interdisciplinaire, finalement, est à l'intérieur de la bio-inspiration avec un champ d'application essentiellement technique. La bionique, qui est la convergence entre bio-inspiration et robotique. Et puis donc le biomimétisme, qui est une façon d'utiliser ce que la nature peut nous apprendre, mais dans des perspectives de durabilité. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la définition du biomimétisme. Alors, dans quel champ la nature peut nous apprendre des choses? Eh bien, je vais passer en revue très rapidement les différents domaines. Alors, c'est malheureusement pas très lisible, mais vous comprenez bien évidemment que là, on évoque la chlorophylle et la manière dont le vivant transforme l'énergie du soleil en énergie disponible sous une forme chimique, mais ensuite, grâce à la construction qui est faite de matériaux à partir de cette énergie, et avec un jeu très réduit d'éléments chimiques, oxygène, hydrogène, azote, carbone, eh bien, on va pouvoir construire la totalité, la quasi-totalité, vraiment 99%, eh bien, des matériaux du vivant à température et pression modérée. Un bon exemple, par exemple, c'est le verre des diatomées, les diatomées qui sont des algues microscopiques dotées d'un squelette de silice. Eh bien, ce verre des diatomées, il est fabriqué dans l'eau à température ambiante, à partir de la silice dissoute. Et c'est quelque chose qui, du coup, nous permet aujourd'hui d'aller chercher, de réaliser du verre colloïdal pour pouvoir faire des revêtements et obtenir des matériaux intéressants en termes de propriétés. Alors, le solvant universel qui est cité, eh bien l'eau, effectivement, et c'est quelque chose dont on sait que on s'inspire aujourd'hui notamment pour réduire la toxicité des produits issus de la pétrochimie, mais également pour réduire sans doute aussi l'impact
et un certain nombre de propriétés supplémentaires. Alors j'aime bien faire un focus particulier sur l'information, et la discussion que j'ai eue avant de commencer cette intervention m'a inspiré finalement de deux diapositives que j'aime bien présenter, parce que comme le disait très justement Janine Bénius, finalement c'est la connaissance, c'est la dimension en fait systémique des systèmes vivants. Et je pense que là, ça va bien connecter avec ce qu'Alix et Valentin présenteront tout à l'heure. On est véritablement sur quelque chose qui va dans le sens, j'ai envie de dire, la partie la plus bio, et je tiens ça d'un camarade informaticien avec qui on a travaillé sur la notion de biomanagement, finalement, ce qui est vraiment bio, c'est ce qui est immatériel. Hein, on connaît bien le problème de gestion des déchets. En fait, les idées ne polluent pas. Bon, il peut y avoir de mauvaises idées, on est bien d'accord, mais en fait, elles ne polluent pas. Et je suis assez content de pouvoir citer Henri Laborie. Hein, ce n'est pas quelqu'un qu'on met généralement sur la table quand on parle de biomimétisme, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, notamment dans le domaine de la neurologie, hein, de la chimie du cerveau, et j'en passe. Eh bien, il a écrit cette phrase très intéressante sur laquelle je vais bien sûr rebondir. « À la masse et à l'énergie, le vivant ajoute l'information. » Ah oui. Et donc, une partie immatérielle considérable qui va constituer la source de création de valeur du vivant. Et cette source de création de valeur, alors il y a des travaux qui ont été faits par la société Biotriz en appliquant une méthode d'innovation qui s'appelle TRIZ, qui est d'origine soviétique, enfin russe, on va dire. Et donc, en comparant la manière dont le monde technologique résout des problèmes et la manière dont le monde vivant résout des problèmes, eh bien, on s'aperçoit que bel et bien, et ça c'est preuve à l'appui, hein, c'est un véritable article scientifique, voilà, on s'aperçoit que finalement nos technologies humaines résolvent les problèmes essentiellement en utilisant de la matière et de l'énergie, alors que dans le monde vivant, et alors c'est vraiment un schéma récapitulatif, parce qu'après il y a des questions de taille bien évidemment, eh bien voilà, donc c'est particulièrement signifiant, et j'ai envie de dire aujourd'hui, on considère le biomimétisme essentiellement dans une très large gamme de champs d'application industrielle. Et j'ai envie de dire, c'est un peu réducteur, mais pour autant, eh bien, il y a quand même une méthodologie. Au CBIOS, on a une équipe qui travaille justement sur des applications industrielles du biomimétisme, sur une méthodologie d'innovation. Deux grandes approches, hein, celle de Charles de Mestral, qui a permis de créer le velcro en observant ce que la nature était capable de faire en termes de système d'accrochage-décrochage, tout ce qui concerne l'école, ainsi de suite, je vous passe les détails. Eh bien, on va regarder ce que les modèles biologiques nous proposent. En faisant une abstraction des différents aspects de ce qui est proposé, on va réussir à aller vers des applications technologiques éventuelles. Le domaine, le champ sur lequel et la méthodologie que nous avons développée avec un certain nombre de partenaires scientifiques notamment, eh bien, on part du problème et on va, grâce à l'abstraction de ce problème en différents sous-éléments, on va pouvoir interroger le domaine du vivant pour pouvoir répondre à tout ça. Alors, mettre en œuvre le biomimétisme, et là je pense que je vais me rapprocher peut-être un petit peu de l'approche d'Evoico. Le biomimétisme est intéressant aussi bien pour s'adresser aux écosystèmes et faire en sorte qu'ils continuent à fournir les services écosystémiques gratuits que la nature nous rend sans que nous en soyons vraiment conscients, et donc forcément aussi les territoires, la société et l'économie en résultant de tout ça. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur ce schéma, je voudrais juste vous inviter à le lire de cette manière. Si on comprend le vivant, ses formes, structures, procédés qui sont des sources de création de valeur et qu'on s'inspire de ces solutions en ajoutant à l'innovation la notion d'éco-conception, hein, comme je l'ai montré sur le schéma, eh bien on va bel et bien pouvoir prendre en compte les impacts, préserver et régénérer le vivant, et en fin de compte, la valorisation de la richesse de la biodiversité va permettre d'avoir un modèle de développement soutenable qui va constituer ce qu'on appelle aujourd'hui régulièrement l'économie régénérative. Une économie qui dégrade, et un autre schéma donc, qui est un petit peu plus ancien, mais qui montre bien que dans le champ des activités humaines, on a pratiqué une économie linéaire qui dégrade
les ressources naturelles. On a petit à petit progressé vers, je dirais, une prise en compte de la conservation des ressources, mais l'intégration, la prise en compte de la nature, l'imitation du vivant et une démarche restaurative va permettre bel et bien d'arriver vers une économie régénérative. Donc on a véritablement ici un socle, et j'ai envie de dire, pour en avoir parlé à propos du Green New Deal ou du pacte vert de la région Occitanie, et d'ailleurs, dans la nouvelle stratégie régionale d'innovation, le biomimétisme est présent comme constituant une perspective justement de durabilité à l'échelle régionale. Et je pense que nous aurons aussi des sujets peut-être là-dessus tout à l'heure. Alors, quelques éléments pour connaître le CBIOS. Alors, le CBIOS, d'abord, a été créé en association en 2014-2015 en région parisienne, plutôt en région Hauts-de-France. Et donc, c'était sous forme associative et c'est devenu une société coopérative d'intérêt collectif au 1er janvier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons parmi les sociétaires, bien évidemment, les salariés dont je fais partie, mais aussi des grandes entreprises, des institutions et notamment la région Nouvelle-Aquitaine qui, dès 2015, a considéré que le biomimétisme était une opportunité en termes de création de valeur, mais aussi, je dirais, comme levier de développement économique. Donc notre rôle, c'est d'identifier des acteurs, d'accompagner des projets de recherche, de développer des méthodologies. Voilà, il y a toujours des thèses en préparation et soutenues, deux nouvelles thèses soutenues cette année. Former à tous les niveaux, via des conférences, via des rencontres et des animations d'ateliers, mais également à travers des diplômes qui sont aujourd'hui en train de progresser en France, comme c'est le cas depuis longtemps en Allemagne. En Allemagne, il y a véritablement un investissement sur cette thématique tout à fait identifiable, communiqué et démontré donc avec des plateformes de démonstration, notamment aujourd'hui dans le champ de l'identification des matériaux du vivant à travers un partenariat avec un pôle de compétitivité Euramaterials et également le Muséum national d'histoire naturelle qui met à la disposition des chercheurs de notre équipe et de nos partenaires l'ensemble des collections disponibles. Voilà, l'équipe est très largement pluridisciplinaire. Aujourd'hui, nous sommes 26 au sein du CBIOS, mais ce n'est que le cœur de cette entreprise, société coopérative, avec une gouvernance coopérative, avec des valeurs, sociales. Et puis là, on a un panorama, mais je ne vais pas m'arrêter plus longtemps sur cet éventail. L'Oréal est un de nos premiers clients parmi l'ensemble de ces entreprises. L'idée, c'est vraiment de créer collectivement de la valeur à partir de ces partenariats, à partir de relations qui sont tirées entre le monde académique, le champ de la recherche, et puis la société à travers les entreprises et les territoires. Voilà. Vous trouverez sur le site du CBIOS un certain nombre de rapports qui sont en fait la version synthétique des rapports qui sont accessibles à notre écosystème en direct. Je vais vous dire quelques mots du projet Biomimoc, dont je suis le porteur. Donc progressivement, à l'intérieur du CBIOS, j'ai commencé à une collaboration bénévole au départ en tant que membre de la Chambre professionnelle du Conseil d'Occitanie. Je me suis dit, il faut absolument que le biomimétisme progresse en Occitanie. Donc j'ai lancé un certain nombre de travaux. Cette enquête est toujours en cours. Je vous en donnerai bien évidemment si vous souhaitez manifester votre intérêt pour le déploiement du biomimétisme en Occitanie. Vous pouvez répondre à cette enquête et vous serez ainsi identifié. Nous avons identifié un certain nombre d'entreprises, certaines qui sont quand même assez significatives, connues. Cobratex, par exemple, ici, qui utilise les propriétés du bambou pour réaliser un certain nombre de produits qui sont non seulement biosourcés, mais dont la conception s'appuie également sur la manière dont les matériaux sont résistants et durables. En Occitanie, voilà quelques-uns des événements et de la chronologie. Donc, depuis juin 2019, j'ai lancé l'identification d'un certain nombre de personnes parties prenantes du biomimétisme. Depuis septembre, on est passé à un deuxième stade, identifier les besoins, mais également les offres au niveau de la région. Et puis, le partenariat avec la région Occitanie s'est amorcé à travers une collaboration avec la Cité des métiers de l'économie de demain, en fait, l'agence de développement régional d'Occitanie. On a animé un atelier sur le biomimétisme marin. Et puis, j'ai également participé au Salon Occitanie Innove sur des tables rondes. Les trophées pour la diversité en Occitanie, c'est les derniers jours pour voter pour les différents projets qui sont présentés, avec B comme biomimétisme, et puis également
une manifestation qui a eu lieu en novembre, réunissant les labos travaillant sur les sujets biologiques à Montpellier et susceptible donc de contribuer à cette recherche de connaissances susceptibles d'inspirer le vivant. Voilà, je vous laisse juste cette diapo pour terminer qui vous permet d'identifier un certain nombre de ressources. La ressource la plus intéressante à très court terme, très accessible via YouTube, c'est la chaîne Nature égale Futur, des petits clips documentaires de 3-4 minutes. Et donc, vous pourrez apprendre énormément de choses là-dessus. Et puis là, j'ai mis des ouvrages qui ont été produits par une personne qui fait de la permaéconomie appliquée à l'entreprise et avec qui je suis intervenu au congrès Procréa la semaine dernière à Sète, à savoir que le biomimétisme aujourd'hui peut être considéré également comme un très bon levier pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc la création d'entreprise et son développement. Voilà, j'ai terminé. J'espère ne pas vous avoir saoulé. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Oui. Les domaines d'application Alors, je suis passé très vite dessus. Ces domaines d'application dans le domaine industriel sont extrêmement divers. J'ai parlé du champ des cosmétiques, tout ce qui est procédé de fabrication, composants. Dans le domaine de l'habitat, de la construction, je vais peut-être vous citer un exemple qui est particulièrement accessible peut-être en compréhension. Vous connaissez tous les pommes de pin qui s'ouvrent pour laisser tomber leurs graines. En fait, ce processus peut fonctionner dans les deux sens. Eh bien, on a construit des cloisons sur la base de la capacité des végétaux à se déformer selon la température, l'humidité, ainsi de suite. Eh bien, on a fait des façades qui étaient mobiles à partir de l'observation des mécanismes de mouvement, notamment des pommes de pin. On pourrait citer des choses plus anciennes en matière de construction, mais dans la construction aéronautique, on s'inspire de la manière dont les os sont structurés avec assez peu de matière et une résistance mécanique considérable. On utilise, je vous ai parlé des diatomées, fabriquer du verre colloïdal à température ambiante, ça présente aussi un certain nombre d'intérêts. Je vous ai montré le lotus et le fait qu'on puisse mouiller. Je vais juste... Voilà. Donc, ici, on a des champs très variés. Là, ce dont je vous parlais, effectivement, des façades sur lesquelles des orifices, un petit peu à la manière des pores de la peau ou des stomates, peuvent s'ouvrir ou se fermer, jouent un rôle pour l'ombrage ou la protection de la pluie. Ici, on a par exemple un ver marin. La société Emarina qui a identifié chez ce ver marin la présence d'une, je dirais, d'hémoglobine à l'état moléculaire, c'est-à-dire pas enfermé dans un globule rouge et du coup avec une capacité de cette hémoglobine à irriguer par exemple des tissus, des greffons et à leur permettre de survivre beaucoup plus longtemps ou à franchir éventuellement des caillots sanguins. Et donc très utile dans le domaine médical, puisque cette hémoglobine est 100% compatible avec notre propre hémoglobine. Et on va trouver ça chez un ver marin. Donc dans le domaine de la santé, on pourrait parler du byssus des moules. Vous savez, cette espèce de filament qui permet aux moules de s'accrocher sur des rochers ou des supports. Eh bien, c'est une colle qui résiste à la fois à la sécheresse et à l'eau, puisque ça fonctionne même quand la moule est immergée ou en plein soleil. Eh bien, ce byssus a été utilisé comme moyen de fabriquer des ligatures en chirurgie. Pareil dans le domaine des cols. Je veux dire, c'est extrêmement vaste. Et pour le coup, alors ça me permet de vous inviter à venir à Paris, à la Cité des Sciences de la Villette pour Biomime Expo. C'est je crois que c'est le 19 octobre. Voilà, sur toute la journée, c'est l'événement. Ça va être la 5e édition. Oui, la 5e édition de Biomime Expo avec des conférences, un certain nombre d'entreprises présentes. Et franchement, vous êtes les bienvenus pour découvrir des applications. Je pense à Heal Energy. Heal Energy, en fait, développe des hydroliennes qui ne sont pas à base d'hélices, mais à base de membranes qui ondulent
inspiré donc eh bien, notamment des poissons ondulants et notamment de l'anguille. Et cette ondulation est transformée en courant électrique à travers des hydroliennes qui, du coup, ont une efficacité parfaitement intéressante par rapport aux hélices. Il n'y a pas d'hélice dans la nature pour se propulser. Hein, donc, voilà. Je pourrais vous en citer des dizaines et passer la soirée dessus. On trouve assez facilement en ligne, notamment les catalogues qui ont été réalisés par New Corp, l'organisateur du Biomime Expo. Vous allez avoir des fiches descriptives d'un certain nombre d'innovations inspirées du vivant et de et de leurs applications et les sociétés qui les portent. Voilà, c'est très vaste et je comprends la frustration qu'il peut y avoir à ne pas en savoir plus à la sortie de mon intervention. Et comment est-ce que vous pouvez résumer la différence entre le biomorphisme dont vous avez parlé, oui. Biomimétisme, Alors oui. qui, j'ai bien compris, est plus large, mais Alors. Voilà, j'étais passé un petit peu vite là-dessus, mais en fait, le biomimétisme est à l'intersection de la bio-inspiration et de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est une conception qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Depuis les matériaux utilisés, les transports nécessaires pour amener les matériaux sur le lieu de fabrication, la fabrication elle-même, l'utilisation du produit et finalement la fin de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui devient après le déchet. Donc ce cycle de vie complet eh bien, doit être analysé pour que l'innovation issue de la bio-inspiration puisse être considérée comme appartenant au biomimétisme. Merci beaucoup. Merci.